Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 18 janvier 2018. Même si cette histoire continue de faire couler de l'encre, la mère des 2 enfants victimes d'un accident mortel à Saint-Vianney et la famille du père de ces derniers, également décédés sur les lieux, voulaient vivre leur deuil dans la plus stricte intimité mardi et mercredi dernier. Toujours à Saint-Vianney, une première au Québec dans la Matapédia, un projet pilote pour soutenir les coopératives de services marchands de proximité. La commission scolaire des Monts-et-Marais fait un suivi sur le dossier de l'amiante à l'école secondaire Armand-Saint-Ange. Chantal Lavoie démontre la rentabilité des éoliennes. Pascal Bérubé vous revient avec d'autres sujets d'actualité et nous lui demandons comment il se prépare pour les prochaines élections. Ghislaine B. Paquette vous invite à voir du grand hockey junior et nous terminons avec quelques suggestions pour vous divertir. L'accident tragique du 6 janvier 2018 sur la route 195 à Saint-Vianney a engendré une onde de choc dans la vallée de la Matapédia et même au-delà de nos frontières. L'Avant-Poste, Rouge FM, Radio-Canada, L'Avantage, le Journal de Québec et j'en passe se sont emparés de cette histoire qui attire la sympathie de tous. Tellement que quelques proches de la mère des enfants, dont Thuy Chen, médecin au CI3S de la Matapédia, ont décidé de lancer un financement participatif sur Facebook via GoFundMe. Toutefois, un communiqué a été envoyé aux médias le 12 janvier dernier spécifiant que avant, durant et après les funérailles des défunts, la famille exprime le souhait de vivre ce deuil dans la plus stricte intimité. Comme nous sommes un média appartenant à la communauté, nous respecterons ses volontés. Alors que Saint-Vianney est en deuil, une excellente nouvelle vient mettre un baume sur ce petit village. La coop de l'épicerie de Saint-Vianney a été choisie avec les 6 autres coopératives de services dans la Matapédia pour participer à un projet pilote innovateur. Voici quelques extraits du point de presse accompagnés de quelques rencontres individuelles. Pour la MRC de la Matapédia, c'est un montant d'environ 9 000 $ qui va être investi dans ce projet-là pour 7 coopératives sur le territoire. On parle notamment de celles de Saint-Vianney, Saint-Noël, Sainte-Irène, Amqui, Albertville, Saint-Arcisius et Sainte-Marguerite. Donc, des années d'existence différentes aussi dans le temps, d'autres qui sont là depuis plus longtemps, d'autres plus récentes. Et on voit justement que nos collectivités se sont bien appropriées ces coopératives-là et c'est important d'être là aussi. On sait qu'ils travaillent fort, hein? Ces gens-là travaillent fort. Il y a beaucoup de bénévoles associés à ces coopératives-là et on ne veut pas négliger ça non plus parce que l'apport de nos collectivités, nos bénévoles, c'est toujours quelque chose qui est très important. On parle souvent de l'argent, le financier, le côté financier, mais le côté humain, le capital humain qui est derrière tout ça est très important aussi et on veut vous remercier, on veut de votre implication aussi là-dedans. Chantal, pour la préfète de la Matapédia, vraiment, tu peux être fière d'un projet comme ça, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr. Nos coopératives, on sait que c'est quand même pour nous, les municipalités, c'est quand même des pôles importants. C'est des services aux citoyens de proximité. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un besoin fondamental. On aimerait en avoir dans toutes les collectivités. Malheureusement, on ne peut pas. Mais celles qui sont là, on veut les renforcer. On va leur permettre de travailler encore davantage ensemble puis de recevoir des bons conseils. Puis, fait que c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle pour notre population en général, pour nos coops qui sont là aussi, parce que c'est la vitalité de nos milieux aussi, là. Alors, merci beaucoup, Chantal. J'ai hâte de voir le développement. Ça me fait plaisir. Merci. Nous sommes présentement à Saint-Vianney parce que nous avons une très bonne nouvelle aujourd'hui. Dites-moi pourquoi vous avez décidé de vous rallier à ce projet innovateur ici à Saint-Vianney. Bien, d'emblée, c'est une coopérative. On est nous-mêmes une coopérative chez Desjardins, donc bien sûr que c'est des projets qui nous parlent beaucoup. On est aussi très, très présents dans les différents milieux. On favorise que les milieux se prennent en main. C'est des belles initiatives comme ça qu'on veut être capable de supporter. C'est la raison pour laquelle Desjardins a été partenaire de ce beau projet-là. Alors, merci beaucoup. Merci. Je dois vous dire que quand Patrice m'a informé de la signature de l'entente de collaboration, j'ai été particulièrement surprise. Surprise, en fait, parce qu'on avait eu une rencontre, c'était en septembre,
26 septembre. Donc, Caron Patrice m'a informé que déjà, cette entente était signée en collaboration avec les 7 coopératives là, du territoire. Bien, j'ai trouvé que ça avait été particulièrement rapide là, pour la conclusion de cette entente-là. Alors, bravo. Bravo à tout le monde. Du côté du ministère de l'Économie, tantôt, je parlais des différents programmes qu'on offre. On a différents services au ministère pour accompagner les entreprises d'économie sociale. J'en ferai pas une présentation aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à faire affaire avec nous, à nous appeler, à vous référer à Patrice ou je vois Guillaume de la MRC. Ce sont des partenaires avec lesquels on collabore au quotidien et à ce moment-là, vous pouvez vous référer également à eux. Ils connaissent très bien nos programmes. Ils vont être en mesure de vous conseiller. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les programmes du ministère sont vraiment complémentaires. Donc, je vois Lucie d'Investissement Québec. Donc, complémentaires avec les programmes de la MRC, complémentaires avec Investissement Québec, CDR et d'autres partenaires. Alors, on n'est pas en compétition, mais vraiment en complémentarité. Et comme on le dit souvent, quand on est, il y a un adage qui dit quand on travaille seul un projet où on va plus vite, mais quand on travaille à plusieurs, on va plus loin. Alors, je veux vous souhaiter vraiment bon succès dans la réalisation de ce projet-là. C'est une belle initiative et je souhaite qu'elle fasse boule de neige puis que ça serve d'exemple aussi à d'autres communautés dans un contexte où on sait que d'avoir des ressources dans nos milieux, c'est pas facile. De maintenir des services dans nos communautés, c'est pas facile. Alors, d'où l'importance de s'unir. Merci. Pour nous, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, si on est ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'on est... on encourage et on est très fiers surtout de soutenir une telle initiative. Au cours des prochaines années, pour nous, c'est important de soutenir davantage, puis on va revoir notre offre de services pour soutenir les coops en région. On pense que le développement des régions, le dynamisme des régions va passer beaucoup par la coopération. Je fais souvent un lien avec les coopératives, mais je parle de la coopération de façon plus globale. Et comme vous l'avez mentionné, c'est important que les gens s'investissent dans la coopération, s'engagent ensemble. Et on a un exemple éloquent. Tout à l'heure, on va vous en parler de façon plus pointue, de l'expérience de 7 coops qui ont envie de travailler ensemble pour faire en sorte de pouvoir se renforcer comme coop et éventuellement bonifier leur offre de services pour la grande région. Il faut que les gens apprennent aussi au fil du temps, les gens qu'on dessert, les membres, les communautés, nos collectivités, qu'ils doivent s'investir, doivent s'engager dans leur coop si on veut le faire. Monsieur Bédard, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont apprendre exactement les coopératives à travers ce projet-là. Est-ce que c'est seulement de l'information, de l'éducation ou vous espérez autre chose? Enfin, ce projet, c'est un projet d'intercoopération. Juste se le rappeler, là, c'est le dénominateur commun de ce projet-là, c'est l'intercoopération. Amener les gens à travailler ensemble, pas juste pour apprendre les uns des autres, mais comment faire en sorte qu'ils peuvent collaborer sur des sujets précis qui les préoccupent. Ils peuvent tantôt décider d'avoir certaines activités administratives qu'ils partagent. Ils peuvent partager peut-être des ressources, partager des masses d'achat, partager des activités de commercialisation. Peut-être ensemble, ils peuvent partir des projets qui vont faire en sorte que ça va profiter à l'ensemble des coopératives, mais surtout à l'ensemble des collectivités qui desservent. Ça, c'est important. Donc, c'est un projet, je dirais, sans limite. Mais c'est pas juste un projet de partage des bonnes pratiques, c'est un partage de ressources, un partage d'expertise, un partage d'énergie ensemble. Ça, c'est important. Et ici, dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes des champions en termes de collaboration, de coopération. Donc, c'est un endroit idéal pour faire vivre une telle initiative, un tel pilote qui, on espère, va porter fruit. J'en suis même persuadé et qu'on pourra exporter dans d'autres régions parce que plusieurs régions vivent sensiblement les mêmes défis. Faire en sorte que la petite coop de proximité reste vivante, puis qu'elle progresse, puis que sa communauté la soutienne de plus en plus. Et nous sommes vraiment chanceux de vous avoir aujourd'hui en ce temps hivernal, mais vous connaissiez déjà la région. Bien, effectivement, c'est une région magnifique, tout le Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie. C'est une région qui est riche de valeurs, de capacités au niveau touristique et autres. Ça fait que c'est une région, je pense, où le monde coopératif a avantage à essayer de mettre en valeur davantage toutes ces ressources extraordinaires que vous avez dans cette belle et grande région du Bas-Saint-Laurent. Ça fait que bravo d'ailleurs, et pour l'initiative, et aussi pour cette belle région que j'ai la chance de côtoyer assez souvent d'ailleurs. Et pour moi, personnellement, et aussi professionnellement.
Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Je laisserai une jeune professionnelle de chez nous qui est agronome de formation, qui a travaillé sur le projet des entreprises marchandes de proximité, vous parler un peu plus davantage du projet de façon plus spécifique. Aujourd'hui, il y a plus de 60 coopératives de ce type-là qui essaient vraiment de maintenir la dernière épicerie, le dernier dépanneur de village. Il y en a 5 nouvelles chaque année. Fait que quand vous faites le compte, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère puis qui disparaissent aussi. Mais on en a 60 présentement qui travaillent. Les services marchands, ils sont menacés dans beaucoup de communautés. On a fait l'analyse ce printemps du niveau de présence des services alimentaires dans les municipalités de moins de 2000 habitants au Québec. Le constat est que 10 % des municipalités de moins de 2000 n'ont plus aucun dépanneur ni épicerie. Puis 50 % des municipalités de moins de 2000 habitants, il leur en reste juste un des deux. Ça veut dire que vous êtes en train de maintenir avec vos coopératives des services. Puis il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas réussi ce défi-là ou qui vont le rencontrer prochainement. D'où l'intérêt de bien vous accompagner puis de vous assister dans la création d'un modèle peut-être plus solide pour l'avenir. Vous avez été pionnier dans le développement. Maintenant, il faut être pionnier dans la consolidation de façon à ce que ces 60-là et ces dizaines d'autres-là qui pourraient émerger dans les prochaines années puissent peut-être mieux soutenir leur communauté dans leur vitalité. Au Conseil québécois de la coopération et les autres partenaires coopératifs, ainsi que la FQM, Solidarité rurale, ont tous été des partenaires dans l'histoire des coopératives de services marchands pour essayer de structurer le modèle, le développer les connaissances. En 2006, le CQCM publiait un guide de démarrage des coop de services marchands de proximité. À partir de là, en partenariat avec Solidarité rurale, on a fait beaucoup de formations, ce qui a donné toute une émergence. Il y en a eu de plus en plus. Il y a 2 ans, on a refait le constat, on a fait une analyse. On vous a appelé pour la plupart, ou vos conseillers nous ont référé un peu les données sur vos réalités, puis on s'est rendu compte que 70 % de ces coops-là rencontraient des difficultés à différents niveaux dans leurs organisations. Donc on s'est dit, d'accord, plutôt que d'essayer d'en développer plus, commençons par appuyer celles qui existent, à mieux les comprendre. Donc on a acquis toutes sortes de connaissances qu'on va utiliser dans l'intervention qui va être réalisée avec vous au cours de la prochaine année. Donc, une analyse globale des états financiers, des analyses de gouvernance, etc., meilleures pratiques d'affaires. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça fait 2 ans qu'on en a rencontré. On en a visité 10. On en a déshabillé 10 coop en détail. On a découvert toutes sortes de choses. Puis on a découvert aussi à travers ça des innovations dans certaines coopératives. Dixville a beaucoup été dans les médias récemment avec son dépanneur intelligent. Bon, il y a quelque chose dans ce modèle-là qui peut être intéressant pour certaines autres communautés. On a entendu parler de Lac-Édouard à un moment donné. C'est tout un processus de 10 ans de relance de la municipalité pour réussir à maintenir une épicerie. L'épicerie n'était pas le premier point, mais était bien le résultat d'une démarche. À Saint-Romain, la municipalité est tellement déterminée qu'elle a déménagé l'hôtel de ville pour donner le meilleur site à la coop pour son établissement. À Saint-Adelme, une application, c'est tout proche d'ici, Saint-Adelme. Ils connaissent les bonnes pratiques d'affaires, puis ils font pas juste les connaître. Ils les appliquent à la lettre. C'est assez exhaustif comme protocole de suivi de la gestion. Donc, on a toutes sortes d'initiatives au Québec présentement. Puis je pense qu'avec votre projet, en approchant ça d'une façon territoriale, en intercoopération, vous avez de quoi faire un modèle pour le reste du Québec. Vous aussi, vous avez été pionnier. Vous avez la plus haute densité à l'échelle d'une MRC. Puis vous avez peut-être la chance de nous donner un modèle de synergie intercoopérative pour maintenir les épiceries de village. On en parle déjà ailleurs au Québec, de cette entente-là. Pour faire une histoire courte avec du long, dans le fond, l'idée a émergé d'une rencontre. Nous, on fait des 5 à 7 intercoop à la CDRQ, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On fait des 5 à 7 dans chacune des MRC pour se rapprocher de la clientèle des coopératives. Et puis, c'est survenu à Amqui le 26 septembre dernier, à la Captive, où Guillaume était présent. Et sur les 7 coops de services de proximité, il y en avait 6 qui étaient présentes et représentées. Et quand on a amorcé la discussion autour du thème de l'intercoopération, bien, on aurait dit que ça avait il y avait eu vraiment un intérêt chez tous ces partenaires-là, chez toutes ces coops-là. Et puis, c'est là qu'on a appris que ces coopératives-là s'étaient déjà rencontrées dans le passé dans un type de concertation animée par la MRC. Donc, on a pris la balle au bon. J'ai regardé Guillaume. J'ai dit, Guillaume, ça te tente-tu qu'on signe une entente
la MRC et la CDRQ pour poursuivre cette concertation-là dans un projet vraiment constructif d'intercoopération. Et puis, ben, nous voilà aujourd'hui 3 mois plus tard. Alors, ça a quand même bien été à ce niveau-là. Alors, ben oui, la Matapédia, c'est les champions au Québec en matière de coop, de services marchands de proximité. Il y a 7 coops sur 60 qui sont ici dans la Matapédia. Et je ne vous cacherai pas que cette masse critique-là est liée pour beaucoup dans le potentiel de réaliser ce projet-là. Parce que c'est le nombre qui donne l'intérêt au projet, c'est votre proximité géographique aussi. Vous n'êtes pas à 1 heure de route chacune l'une de l'autre. Vous êtes, bon an, mal an, quand on regarde la carte, peut-être à 20 minutes d'un point central pour vous rencontrer. Ce qui amène l'intérêt, évidemment, du projet d'intercoopération. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un projet d'accompagnement soutenu des conseillers de la Coopérative de développement régional du Québec et aussi des partenaires experts. Et quand je parle des partenaires experts, on a évidemment les partenaires du Service de développement économique de la MRC, les partenaires de la Caisse des Jardins, les partenaires du CQCM, mais évidemment les partenaires de la Fédération des coops d'alimentation du Québec, qui sont, moi, quand j'ai écouté parler M. Luc Ouellette, la dernière réunion que j'ai eue avec lui, une chance j'étais assis parce que je serais tombé. J'ai rarement vu quelqu'un connaître autant ce domaine, un domaine d'activité en détail, au point de dire si votre masse salariale est à un certain pourcentage plutôt qu'à un certain autre pourcentage, il faut que vous soyez capable de l'expliquer pourquoi. Ça fait partie des informations que moi, je ne possède pas, mais on va être fortement appuyé par la Fédération des coops d'alimentation, puis ça, c'est un très, très gros plus dans ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette entente-là, en chiffres? Bien, d'abord, il faut dire que l'entente de partenariat entre le CQCM et le MESI finance 70 % de l'enveloppe du projet. C'est une enveloppe de 55 000 $ d'accompagnement en services professionnels. Et l'autre 30 % vient de nos deux partenaires milieux, qui sont la MRC de la Matapédia et la Caisse de la Vallée de la Matapédia. Donc, concrètement, en chiffres, 16 000 $ répartis en deux pour nos deux partenaires milieux. Et puis, la balance, ça vient de l'entente de partenariat avec le ministère de l'Économie et CQCM. Pour un total de 525 heures d'accompagnement au cours des 15 prochains mois. Donc, c'est pas rien. On se prépare demain matin à lancer officiellement le projet avec les coopératives. On se prépare à faire une proposition de projet, proposition de travail. La première chose, la plus importante dans ce projet-là, ça va être de vous écouter, nous dire ce que vous attendez de nous. Parce qu'on va vous fournir les bons outils pour la suite des choses. Puis on va regarder votre besoin de travailler ensemble, puis votre besoin localement. Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre projet de coopérative pour que les choses aillent mieux? Est-ce que ça va être au niveau associatif qu'on va devoir agir? Est-ce que ça va être au niveau entreprise? Peu importe le niveau d'intervention que vous attendez de nous, on va essayer de vous fournir les meilleurs outils possibles pour vous faire progresser et vous consolider pour la suite des choses. Alors, bien, essentiellement, c'est ça qu'on va vous proposer demain. Il y a déjà 16 personnes, des dirigeants et des gestionnaires des différentes coopératives, les 7 qui vont être présents demain pour cette première journée, une journée qu'on va axer plus sur l'esprit du diagnostic, mais pour la suite, on va arriver avec un plan de travail échelonné au cours des 15 prochains mois. C'est grosso modo une dizaine de rencontres de travail qu'on vous propose d'ici au 31 mars 2019 pour essayer vraiment de vous consolider au mieux qu'on va pouvoir le faire. Alors voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, quelle belle assemblée. C'est vraiment, vraiment plaisant de tous vous voir ici avec nous aujourd'hui. J'écoutais, évidemment, j'ai la chance de terminer, fait que je peux m'inspirer des discours de tout le monde pour pouvoir m'adresser à vous. Moi, ce qu'on a beaucoup parlé depuis le début, je l'ai entendu à quelques reprises, c'est comme, tu sais, dans le fond, ce qu'on essaie de faire ici, c'est la recette d'un succès, dans le fond. De faire un succès de ce regroupement-là. Puis dans toutes les recettes, il y a plein d'ingrédients, là. Mais il y a toujours un ingrédient secret, magique, là. Puis celui des grands-mamans qu'on appelle, là, bien, cet ingrédient-là, c'est l'intercoopération. Puis ça ne peut pas fonctionner, un projet comme ça, si on n'est pas tous ici, assis autour de la table, et si vous n'êtes pas tous ici dans la salle. La Fédération, moi, j'y suis depuis 3 mois. Je ne peux pas parler de son passé. On fête le 25e anniversaire cette année. Donc, j'ai peine à regarder dans le rétroviseur. Je regarde plus dans le pare-brise, moi. Je regarde en avant. Je m'inspire du passé, toutefois, mais je peux vous dire que ça cadre avec nos priorités
non seulement pour 2018, mais pour les prochaines années. Je fais le tour du Québec présentement, puis des fois, je suis choqué par le manque de services dans certaines des communautés. Choqué à un point où je pense qu'on doit développer non seulement des bonnes pratiques pour faire survivre ce qui existe présentement, et pas survivre, mais faire croître les entreprises qu'on a dans les régions. Mais aussi, on doit créer un modèle d'affaires agile qui va nous permettre non seulement de faire croître celles qui existent, mais aussi d'en faire exister de nouvelles partout au Québec. Vous êtes parti de Saint-Noël aujourd'hui pour venir ici à Saint-Vianney parce que vous avez une coop vous-même à Saint-Noël. Dites-moi comment ça fonctionne exactement. Bon, disons, nous autres, ça a commencé, ça a été suite à un incendie de la dernière épicerie qu'on avait à Saint-Noël en 2004. On s'est ramassé plus d'épicerie, puis suite à ça, on a formé un comité, puis on a mis des sondages en place, puis on a porté une coop en 2005 qui fonctionne très bien. Monsieur Saint-Don, on est chez vous ici. Vous avez reçu une bonne nouvelle pour votre coop. Dites-moi comment c'est arrivé tout ça. C'est depuis que la MRC a repris le CLD, on trouvait qu'au niveau du réseautage, on était abandonné un peu. Fait qu'on s'est dit, on a attendu qu'arrive cet instant comme aujourd'hui, où là, il y a une nouvelle relance au niveau de la prise en charge des coops de solidarité de la vallée. Fait que les 7 coops sont représentés. Fait que nous sommes très fiers de pouvoir remettre à jour ce réseautage qui va nous permettre d'avoir un plan de développement encore meilleur qu'on a présentement. Monsieur Guénard, il y a de quoi être fier parce que c'est ici que le modèle coopératif a le plus séduit. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un projet qui peut amener encore plus d'aide dans les petites coopératives. Et moi, je vois réellement ça grand, là. Parce que je me dis moi-même, lorsqu'on a parti de la coopérative à Sainte-Vianney, c'est pas tout le monde qui y croyait, là. Puis là, aujourd'hui, on voit que notre communauté y croit, puis qu'on voit que les autres municipalités autour, surtout qui viennent de nous dire que la Matapédia est quand même innovateur à l'intérieur de ça, c'est vraiment de quoi d'intéressant. Lorsqu'on parlait de coopératives, on parle de coopératives d'alimentation, mais il y a aussi toutes sortes de choses qu'on peut greffer à l'alimentation puis des services qu'on peut avoir. Et il y a bien des choses qu'on avait mis en place dans le temps où ce qu'on disait d'autres services que l'alimentation qui pourraient être greffés à la coopérative, qu'on les a pas mis en place réellement. On sait que notre coopérative aussi a connu des difficultés où ce qu'on s'est repris en main avec du nouveau financement et la population a toujours été derrière nous autres. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution, mais je suis convaincu qu'il va y avoir des créneaux qui vont sortir très intéressants pour notre coopérative. Alors, merci beaucoup, puis on vous souhaite le meilleur, évidemment. Merci. Comme les questions commençaient à se multiplier de la part des journalistes, 3 représentantes de la commission scolaire des Monts-et-Marais ont organisé un point de presse pour mettre à jour le dossier de l'amiante à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Les voici. On a rencontré au cours de la dernière semaine de décembre, le 20 décembre, l'entrepreneur qui nous a fait part de découvertes, je dirais, plus étendues d'amiante dans les conduits de ventilation. Dans les conduits de ventilation et à différents autres endroits au niveau de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Donc, après la rencontre, le 9 janvier, donc on était avisés immédiatement, mais le 9 janvier, donc au retour des vacances, dépôt d'un nouveau calendrier et d'un nouvel échéancier qui, comme vous savez, était prévu pour un retour dans la relâche, mais qui nous apportait maintenant jusqu'à l'été. Donc, ça amenait une autre dimension à la relocalisation des élèves. Immédiatement, un des collaborateurs importants pour nous, c'est le ministère de l'Éducation, où on a interpellé dès le 9 janvier pour leur faire part de la situation. Et au niveau du Conseil des commissaires, où nous avons tenu un comité plénier jeudi soir dernier pour prendre en cause la situation et regarder ce qu'on devait réaliser en termes d'information, mais aussi en termes d'avis public pour les parents et de réorganisation. Donc, immédiatement, le conseil a demandé, on a fait part et on a envoyé pour aviser le plus rapidement possible, parce que vous savez, avec des ouvriers sur les chantiers, bien, les rumeurs avec fond d'informations véridiques, mais avec fond de rumeurs surtout, des gens étaient informés avant et sortaient dans la population. On avait déjà à répondre à des
à des rumeurs. Donc, on a sorti immédiatement le communiqué de presse. Mais lorsque on sort un communiqué, ce qui est important pour nous vendredi, c'est de mettre tout de suite nos équipes en action, donc équipe de direction avec les équipes écoles, pour être sollicités, pour regarder, comme c'est dans du plus long terme, vous savez, les gens, puis je vais le dire, là, s'accommodaient. Hein, on a quand même restreint un espace assez important, hein, 600 élèves relocalisés au niveau du secondaire, 2 programmes d'FP, le centre administratif. Donc, on peut dire que les gens vivent avec une grande proximité. Lorsque c'est d'un court terme, tout le monde est d'accord, mais on savait qu'une nouvelle... comme ça, auprès de nos personnels, des élèves et des parents allaient avoir une raison. Donc, on a sorti un communiqué de presse immédiat vendredi. Mais on était incapable de vous rencontrer en raison d'occupation de l'agenda. Et on trouvait important de vous informer pour donner l'information à l'ensemble de la population. J'inviterais, pour préciser l'état des travaux, on a la chance d'avoir Manon avec nous. Donc, va préciser le plus précisément les travaux qui sont en cours et qu'est-ce qu'on a découvert de nouveau depuis la dernière fois. Au départ, le mandat de l'entrepreneur était d'enlever à l'intérieur des conduits de ventilation le flocage, les projections de flocage accidentel qui avaient été faites sans doute lors de la construction du bâtiment en 1968. Ce qui s'est passé... Pardon. Donc, son mandat était d'enlever ce flocage-là. On avait, par la suite, l'intention de faire nettoyer la ventilation, mais on croyait qu'on serait capable de le faire en conditions standards. Finalement, au fil des travaux qu'on a faits, il s'est avéré qu'il y avait de l'amiante un peu partout dans le système de ventilation. Ça s'est sans doute promené il y a plusieurs années de ça, à l'intérieur de la ventilation. Donc, on ne pouvait pas procéder à un nettoyage standard. On se devait de procéder à un nettoyage de ventilation dans des conditions d'amiante, ce qui prolonge beaucoup le mandat. À ça aussi, s'est ajouté la découverte de poussière dans le vide sanitaire contenant de l'amiante, qui augmente aussi la tâche de ce qu'on a à faire. Mais principalement, là, le gros changement, c'est au niveau du système de ventilation à nettoyer en conditions d'amiante. Ce qui fait en sorte que l'entrepreneur nous a présenté un nouveau calendrier de travaux au début janvier, au retour des fêtes, qui nous amène à une fin de travaux aux environs de juillet 2018. En fait, à la fin de juillet 2018. C'est sûr que ça change la donne. On était sortis pour quelques semaines, quelques mois, et là, on s'amène à l'été prochain. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit se réajuster. On a des obligations aussi qui nous sont amenées par le ministère de l'Éducation concernant les réclamations qu'on aura à faire pour ces travaux-là correctifs. Parce qu'effectivement, l'amiante, personne ne souhaite avoir ça dans ces bâtiments et encore moins dans ces systèmes de ventilation. Donc, on se doit vraiment de retirer toute l'amiante qu'il y a. Le ministère a des mesures pour qu'on puisse procéder à ces travaux-là. On se devait d'engager un expert en sinistre, ce qu'on a fait. L'expert en sinistre est là pour nous conseiller et pour le contrôle des coûts, entre autres, des coûts qui seront imputés à ce projet-là. Le 9 janvier, effectivement, on a parlé aussi au ministère. Là, ça fait partie de l'ordre du jour que vous avez. Le ministère, dans le fond, ce qu'ils nous ont assuré, c'est que les actions qu'on avait posées à venir jusqu'à maintenant étaient conformes à leurs attentes et que les actions qu'on s'entendait poser pour l'avenir étaient également conformes à ce qu'ils souhaitaient qu'on fasse là, dans une situation comme celle-là. Donc, on poursuit notre travail de désamiantage. Le nettoyage du système de ventilation en conditions d'amiante est débuté et tous les travaux se poursuivent là, normalement, mais ça va être plus long que prévu. On a fait des recherches vraiment de fond en comble pour faire le tour de la question, pour savoir où il y avait de l'amiante, partout dans l'école. On voulait le savoir, on s'est dit, on ne peut pas se permettre de faire un projet de désamiantage de la sorte, puis de ne pas retirer toute l'amiante qu'il y a partout. Donc, on a fait tester les poussières un peu partout dans la bâtisse. Et au CFP, la partie où il y avait encore jusqu'à la semaine dernière des étudiants, on a dit, on va faire prélever dans les poussières un peu partout aussi. Et on en a trouvé des infimes quantités dans le système de ventilation. C'est minime. On a refait tester l'air pour être sûr qu'on n'avait pas exposé personne à des risques. L'air était conforme, il n'y avait pas de particules d'amiante dans l'air. C'est sans doute des vieilles poussières qui étaient collées à l'intérieur des conduits.
Mais on ne prend pas de chance, on fait nettoyer tout ça également. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, les étudiants ne sont plus au CFP là, le temps qu'on procède au nettoyage. Depuis hier, exactement. Ah, on est mardi. Excusez-moi, ça va vite. On a pris la décision. C'est ça. Les cours sont annulés, pour relocaliser samedi. Ils sont suspendus pour le moment. Suspendus. Jusqu'au 2. C'est ça. Pour 3 semaines. Donc, nous, on va s'assurer également de finaliser. On avait encore des plafonds là, qui sont vraiment à l'origine de toute cette histoire-là. C'est des plafonds en crépi d'amiante qui ont été faits lors de la construction. On en avait retiré plusieurs au fil des ans. Ils en restaient encore dans l'école. Tant qu'à être dans le désamiantage, on va en profiter pour retirer tous ces plafonds-là également. Donc, quand les gens vont revenir, les plafonds en flocage d'amiante, il n'y en aura plus dans l'école. Madame Maltais, il y avait aussi des interrogations à travers la population de la MRC de la Matapédia, à savoir s'il pouvait avoir possibilité de voir d'autres écoles qui auraient présence d'amiante, parce qu'il y avait déjà eu de l'amiante qui avait été découvert ici à l'école Sainte-Ursule. Alors, qu'est-ce que vous savez à ce niveau-là? Bien, en fait, l'amiante qui est présente dans nos autres bâtiments n'est pas sous la même forme. Le danger dans l'amiante, c'est quand elle est sous forme de flocage. Il y a un risque d'effritement à ce moment-là. Le seul endroit où on a des plafonds qui sont en crépi d'amiante, qui peuvent présenter un risque d'effritement, c'est justement à l'école Armand-Saint-Onge. Ce qu'on a ailleurs de présent dans nos autres bâtiments, c'est de l'amiante qui est confinée dans des matériaux, par exemple des vieilles tuiles de plancher, de l'isolant de plomberie, ça va arriver aussi. Ça, nos inventaires sont tous faits. On sait où on en a. On sait que si on a à travailler dans certains secteurs, on va prendre les précautions qui s'imposent. Nos travailleurs sont formés pour ça. Par contre, là, c'est une situation qui est complètement différente de ce qu'on a vécu à l'école Armand-Saint-Onge. Et à la demande de la CNESST, on a fait la vérification de tous nos bâtiments pour savoir si ce risque-là pouvait se présenter ailleurs. Et on n'a aucun autre bâtiment présentant des plafonds en crépi d'amiante. Donc, c'est rassurant pour nos jeunes qui sont relocalisés dans les autres écoles. Tout à fait, tout à fait. On peut dire là, que ce risque-là là, était unique à Armand-Saint-Onge. Merci beaucoup. Quant à Diffusion Mordicus, Michel Coutu désire informer la population que tous les spectacles de la programmation hiver-printemps seront présentés à la salle communautaire d'Amqui au 55 rue du Carrefour sportif. Avec des travaux qui coûteront aux alentours de 5 millions, la commission scolaire des Monts et Marais devrait peut-être se munir d'une éolienne. Chantal Lavoie nous démontre que ça peut être très rentable. Chantal, on a eu un beau retour des éoliennes du Bas-Saint-Laurent. Dis-moi, à combien ça s'élève finalement? Bien, peut-être juste avant de te parler d'argent, te mettre un petit peu en contexte ou mettre les gens en contexte par rapport à ce projet-là. C'est parce qu'il commence à avoir plusieurs implications au niveau éolien sur le territoire puis de la MRC. Fait que je pense que c'est important de le dire. C'est le projet où on a créé une alliance avec le Bas-Saint-Laurent, donc les MRC du Bas-Saint-Laurent, les municipalités et la Régie de l'énergie de la Gaspésie. On a mis en place dans le dernier appel de projet éolien 2 parcs. 2 parcs éoliens, celui de Roncevaux, ça fait un an là, qui est en service. On a parti, si je ne me trompe pas, c'est en décembre 2016, le parc a débuté ses opérations. Celui de Nicolas-Riou, qui est plus dans le coin des Basses, Rimouski, Rivière-du-Loup, là, dans ce coin-là. Et ce parc-là, lui, vient d'entrer en opération. Donc, sa mise en service devait être le 1er décembre 2017. On a commencé un petit peu avant, là, en novembre. Donc, ces 2 parcs-là deviennent les parcs qui ramènent des profits à l'ensemble de nos municipalités, de nos MRC, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Là, le montant, c'est 100 000 par MRC. Donc, c'est 1 million qui a été distribué là, dernièrement de retour par rapport aux 2 projets éoliens, donc qui retournent dans les collectivités. Chaque MRC, par la suite, détermine avec son conseil, chose qu'on a fait il y a quelque temps au début du projet. Chaque MRC a déterminé la façon de redistribuer ces montants-là, comme on a fait la même chose au niveau de la Régie de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. Donc, le montant est voté. Il y a un conseil d'administration, donc les élus ont décidé de faire un retour, une redistribution de 100 000 par MRC, juste avant les fêtes, comme ça. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau. C'est quand même...
je veux dire, c'est quand même des revenus, des retours qui viennent du projet aussi. Donc, c'est un juste, c'est voulu. Hein? C'est le but de de cette implication-là dans les projets, c'est d'avoir un retour pour nos collectivités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Et voilà, comme je le disais, chaque MRC revoit la redistribution. Nous, on va faire une redistribution dans les municipalités de la MRC. Donc, sur le territoire, on a une seule municipalité qui n'avait pas embarqué dans le projet parce que les municipalités avaient le choix d'embarquer ou de se retirer du projet pour chaque MRC. Donc, dans la Matapédia, on a une municipalité qui s'est retirée, mais les autres vont pouvoir bénéficier de ce retour-là. C'est sûr que quand on fait les budgets, on a toujours des prévisions budgétaires prévues, des retours et tout ça par rapport aux différents parcs. Et on dit toujours aux conseils municipaux de pas trop... on reste toujours prévoyant ou je dirais, on veut pas prendre des engagements ou on veut pas dire, vous allez être... C'est sûr qu'il y a un montant comme ça. On sait que c'est une business. C'est du vent, ça tourne ou ça tourne pas. Il y a des bris mécaniques, c'est des machines. Donc, on a des propositions aux municipalités, mais c'est un plus que les collectivités vont avoir pour justement faire du développement, faire des services à leur population. Mais chaque municipalité est autonome par rapport à ce montant-là qui va rentrer chez lui. Donc, la façon dont c'est redistribué dans les municipalités, comment ça fonctionne? Bien, dans la MRC de la Matapédia, la façon qu'on a décidé, c'est le conseil de la MRC qui a choisi cette méthode-là. C'est pas la même pour tous les parcs, mais celui-là de Roncevaux et Nicolas-Riou, donc d'Énergie Bas-Saint-Laurent, c'est au prorata de la richesse foncière. Donc, selon la richesse foncière globale de toute la MRC, il y a une proportion qui est attribuée à chacune des municipalités. Et selon cette proportion-là, l'argent est redistribué au pourcentage de cette proportion-là. Ce qui fait aussi que nos municipalités, on a quand même aussi décidé que ce montant-là n'était pas tout redistribué aussi automatique. On faisait un fonds de prévoyance. Donc, un fonds qui est là en cas, par exemple, qu'on a des investissements à faire dans les parcs éoliens ou il arrive un imprévu ou quelque chose. Mais c'est de l'argent qui reste attribué à la municipalité, qui est en réserve. Puis, advenant qu'il n'y aurait pas de surprise, c'est ce qu'on souhaite, qu'il n'y aurait pas non plus de l'utilisation de ce fonds de prévoyance-là, il va être redistribué à la fin du projet à tout l'ensemble des municipalités, là, au prorata de ce qu'elle aura amassé dans ce fonds-là. Et là, la balance, c'est un fonds qui prévoit environ 25 des profits, là, 25 des retours des parcs éoliens sont mis dans le fonds de prévoyance. Et ça, le fonds de prévoyance, le conseil de la MRC pourra déterminer à un moment donné s'il devient élevé, on pourra dire c'est assez, il y en a suffisamment dans la réserve, puis maintenant, on arrête de monter le fonds et on redistribue tout. Fait que il y a vraiment une... je dirais... On s'ajuste. Hein? Oui, il y a vraiment une latitude là, qui relève du conseil de la MRC. Là. C'est vraiment les municipalités, le conseil de la MRC là, qui prend position à ce moment-là. C'est sûr que le conseil d'administration de la régie distribue au MRC et à la MRC, c'est là qu'on prend les dispositions. Là. Présentement, on en a pris certaines puis qui peuvent évoluer dans l'avancée de ce parc-là aussi et tout. Mais le 100 000, dans le fond, il y a un fonds de prévoyance et d'un coup, le fonds de prévoyance a attribué. Le reste, on va faire des chèques aux municipalités qui s'en va directement dans les municipalités. Donc, ça varie dépendamment des retours au pourcentage de la richesse foncière. La richesse foncière qui est, dans le fond, la somme de tous les bâtiments, les terrains, tout ça, qu'il y a sur le territoire d'une municipalité. On fait une globalité pour l'ensemble du territoire et on dit, chaque municipalité a une contribution en pourcentage qui relève le pourcentage qu'il va recevoir de ces montants-là qu'on va recevoir de la régie. Et c'est vraiment les municipalités qui décident d'elles-mêmes qu'est-ce qu'elles vont faire avec. Exactement. C'est une autonomie totale. D'un coup que le chèque est rentré dans leur municipalité, les municipalités déterminent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Présentement, là, c'est dans les premiers retours et tout ça. On sait que les municipalités ont des revenus par rapport à ce parc-là. Il y a d'autres parcs aussi sur le territoire. Il y en a qui ne relèvent pas de la MRC. Prenons Fleur de Lys à Saint-Damas ou Vent-du-Kemp à Sainte-Marguerite. Fait que ça aussi, c'est des retours qui retournent dans les municipalités. Donc, je sais pas, j'ai pas l'entièreté de tout ce que les municipalités vont faire avec, mais je sais qu'il y en a quelques-unes. Il y a quelques semaines, entre autres, on faisait l'inauguration de la coopérative des Vents du Kemp, là, justement, à Sainte-Marguerite. Eux ont décidé, la municipalité, d'investir dans une coop pour faire un service à leur population. Il y a d'autres choses aussi dans d'autres municipalités, des parcs. Donc, c'est vraiment la municipalité qui détermine qu'est-ce
qu'elle veut faire avec. Puis évidemment, on souhaite que ce soit le citoyen qui en bénéficie le plus, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a embarqué dans ces projets-là. Et les prévisions sont bonnes aussi pour 2018. Évidemment, c'est toujours une question de température. On est en business, hein? Puis comme toutes les entreprises, le facteur température est beaucoup là. C'est des pièces mécaniques. Donc oui, on a des belles. C'est sûr que si les projets n'avaient pas été, on n'avait pas pu avoir des prévisions optimistes et intéressantes, on n'aurait probablement pas embarqué dans les projets. Mais on espère toujours que nos prévisions étaient très conservatrices et que ça sera au-delà de ces revenus-là. On aura des plus beaux revenus. Alors, merci beaucoup, Chantal, encore une fois. Ça fait plaisir. Poursuivons maintenant avec la deuxième partie de l'entrevue que Pascal Bérubé nous a accordée le 15 décembre dernier. Il y a aussi du changement au niveau de Lac au Saumon. L'église va être convertie en centre multifonctionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est un choix responsable à la municipalité parce qu'il n'y a pas un village ou une ville qui aime qu'une de ses églises, qui fait partie de son patrimoine, change de vocation. Puis c'est cruel. Moi, je l'ai vécu dans plusieurs communautés. Et je pense qu'ils ont fait un choix sensé d'en faire une salle collective, de la convertir. C'est un bâtiment magnifique. Et ce sera une grande réussite. Alors, pour le financement, j'y ai contribué puissamment par mes représentations. Hommage encore une fois à la vision de la communauté de Lac au Saumon qui ont accepté cette transition. Ça n'a pas été facile, surtout pour les gens qui l'ont toujours fréquenté, qui ont vécu des beaux moments, des mariages, des baptêmes, des messes de minuit. Je veux saluer Michel Chevary, qui a été maire pendant plusieurs années de Lac au Saumon avec son conseil, avec son équipe. Et c'était le choix à faire. Et ce genre de choix-là devra être fait dans l'avenir dans d'autres communautés, évidemment. Parce que les bâtiments sont... ça coûte cher à chauffer, ça coûte cher à entretenir. Et la pratique religieuse est à la baisse. Il faut le constater. Je pense qu'il faut être lucide avec ça. Alors, Lac au Saumon sera un modèle, je pense, pour d'autres communautés. Il y a Amqui, Sébec et Sainte-Irène qui obtiennent une aide de la FEPTE. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, essentiellement, c'est qu'il y a toutes sortes de programmes, puis souvent, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit rapide pour appliquer sur les programmes. Puis on est assez bon là-dedans. Puis là, je vais lire un peu les indications, mais c'est assez technique. Bon, il y avait 12 projets qui totalisent 33 millions qui ont été autorisés pour améliorer le réseau d'aqueduc et d'égouts pour tout le Bas-Saint-Laurent, d'accord? Mais nous, on est assez habiles, on en a plaidé 3, puis on les a gagnés. Alors, il y a 3 projets qui valent 8 millions dans Matapédia. Amqui, Sébec, Sainte-Irène. On les a gagnés les 3. Donc, c'est autant d'argent qui va servir à la communauté qu'on n'aura pas besoin d'en demander plus aux citoyens. Puis les dossiers, on les suit attentivement pour s'assurer qu'ils vont se faire. Parce qu'il y a des annonces ministérielles où on applaudit, on coupe un ruban, on sort une grosse pancarte, on boit du café, puis là, on salue le ministre. J'ai connu ça, j'ai été ministre. Mais après, il faut que ça se fasse correctement. Alors, c'est là que mon travail entre en ligne de compte. Donc, pour 3 communautés, c'est un succès exceptionnel. Je pourrais parler d'un autre succès qui est à Saint-Damas. Si vous passez en avant près de l'école, vous allez voir qu'il y a une nouvelle salle communautaire qui est en construction. On l'a obtenue aussi, on l'a plaidé. Donc, ça, on va l'inaugurer en 2018. Et puis, il y a d'autres éléments. À côté de mon bureau, il y a le cinéma Figaro qui a fait l'objet d'investissements importants. C'est mon travail aussi. Mme McNicol, toute son équipe. Puis, j'ai pas besoin d'aller très loin là, pour retrouver des traces de nos implications, de celle de mon équipe de mon bureau, de Marc-Olivier, de Gino avant, de Isabelle Paquin. Ces 3-là ont fait un travail exceptionnel. Isabelle Paquin, Gino Boucher, Marc-Olivier Caron. Les 3 fois, on est des conseillers politiques qui ont fait progresser la Matapédia, puis je veux leur rendre hommage. Ah oui, sans eux... Je suis pas tout le temps là, hein? Alors, je suis pas tout le temps là, et ils sont investis d'une mission importante, parce que quand je suis pas là, ils parlent en mon nom. Alors là, lorsque les gens quittent, ils disent là, le conseiller politique du député m'a dit ça. Alors, ils savent qu'il faut que ça soit quelque chose que je pourrais dire moi-même. Alors, ça prend beaucoup de précautions, puis on ne crée pas d'attente indue. On ne dit pas ce que les gens veulent entendre, on les responsabilise face à leur dossier. On leur dit que ça peut être complexe, qu'ils ont des devoirs à faire. J'aime mieux ça, parce que si on crée des attentes énormes, on peut créer des déceptions qui sont proportionnelles. Alors, il vaut mieux tout le temps donner leur juste, et les gens, je pense, l'apprécient dans la Matapédia. Il y a un autre dossier qui a été long, mais enfin la réussite, la route Matalique à Albertville. Ouais.
Alors, je rends beaucoup d'hommages en fin d'année, je donne des prix. Alors, Martin Landry, Albertville. Martin a, disons, fait un pari audacieux. C'est de dire que cette route était l'objet de beaucoup de passages de véhicules lourds, ce qui brise la route. Et il a dit, bien là, on va négocier avec les entreprises pour avoir le droit de passage. Il était très audacieux. Puis vous dire que ça a créé énormément de discussions. Parce que moi, j'aime beaucoup les gens d'Albertville et j'aime aussi les entreprises qui sont sur notre territoire, comme Cédrico et les autres. Alors, il fallait trouver une entente. Finalement, Martin, à peu près à lui tout seul, a plaidé ça avec nous et a obtenu du financement. Alors, bravo à Martin et à sa détermination. Je pense que les gens d'Albertville peuvent être fiers d'un maire qui a un style particulier, mais que ça fonctionne. Alors, moi, j'aime beaucoup Martin. Et je pense qu'il faut lui donner le mérite. On l'a accompagné là-dedans, mais on a bien travaillé ensemble. Et il y a la coopérative aussi qui change la vie à Sainte-Marguerite-Marie. Ah, ça, là, dans les forces... Si on avait à définir, je dirais, la personnalité de la Matapédia, j'ai souvent écrit là-dessus. À un moment donné, je pense que j'écrirai un petit livre là-dessus, mais il y a la force coopérative dans le domaine forestier, dans le domaine alimentaire. Sainte-Marguerite-Marie, vous savez que c'est la municipalité qui a la plus faible population de mon comté maintenant. Mais certainement pas un manque de détermination. Pas dynamisme. Non, du tout. Puis je veux saluer les gens qui ont contribué, dont nous, on a aidé au financement. Et ça donne un endroit convivial pour aller acheter des produits de première nécessité. C'est un beau modèle, puis il y a d'autres communautés. Malgré que la Matapédia est assez bien équipée là-dessus. C'est dans d'autres MRC où j'ai des problèmes. Dans Matanie, là, j'ai plusieurs déserts alimentaires, on va appeler ça comme ça. Et j'aurais intérêt à s'inspirer de la Matapédia là-dessus. Ça fonctionne. Et Sainte-Marguerite, c'est un village fabuleux. Je me souviens d'être allé inaugurer un parc éolien, une belle communauté. C'est la communauté d'origine d'un ancien député du Parti québécois, M. Léopold Marquis. Alors, quand je pense à Sainte-Marguerite, je pense à la célèbre famille Marquis, avec Léopold, avec Philippe, avec toute la famille. Donc, c'est une belle communauté. Bien, il y a le secteur forestier aussi qu'il faudrait aborder avec le bois d'œuvre, tout ça. La tordeuse et bourgeon d'épinette. Bon, 2 dossiers. D'abord, j'ai demandé à la fin du mois d'août aux 3 organisations d'aménagement de la forêt, dont la Serre de la Vallée, de me faire un bilan de la saison, de l'abolition du programme de création d'emplois en forêt, d'un programme qui n'existait qu'au Bas-Saint-Laurent, que le gouvernement libéral a aboli. La réponse ne m'a pas surpris. Beaucoup de pertes d'emplois. Dévalorisation des métiers de la forêt parce que nos travailleurs vieillissent et c'est dur d'avoir de la relève. Pourtant, il y a des beaux défis. Et, comble de malheur, s'ajoute la tordeuse et bourgeons d'épinette qui altère nos peuplements. Tous ceux qui ont un lot forestier savent de quoi je parle. Donc, on a besoin de mesures concrètes, notamment pour faire de la récolte. Et on n'a pas le financement nécessaire. Donc, on a plaidé pour rencontrer le ministre Blanchette. L'ensemble des 8 regroupements du Bas-Saint-Laurent, ça n'a pas pu avoir lieu. M. Blanchette a eu un problème de santé important. Donc, on ne lâche pas le morceau. Vous savez que la Serre de la Vallée, c'est un des plus gros employeurs de notre région. Elle a eu un rôle historique dans notre développement. Une organisation extrêmement importante. Je veux rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent extrêmement dur en forêt. Ils s'arrachent le cœur, là, littéralement, mais c'est important pour notre région. Puis aux dirigeants qui ont eu la vision aussi de changer leur formule. Hein. C'est davantage une formule coopérative maintenant, la Serre de la Vallée. Donc, c'est une fantastique organisation qui travaille concrètement. Ça donne des résultats. Puis dans le domaine forestier, on a des grandes fiertés. Cédrico à Cause-Abscale, ça va bien. Uniboard à Sébec, qui fête... Aujourd'hui, là, j'ai le droit de dire qu'on est le 15 décembre aujourd'hui, et ça fait 35 ans aujourd'hui que la production a commencé à Sébec avec le premier ministre René Lévesque. Ça, je mets ça dans la colonne du bilan du Parti québécois. Et cette usine-là fait travailler 400 personnes, imaginez. Plus gros employeur privé de mon comté. J'ai souligné ça à l'Assemblée nationale. J'ai fait une déclaration. Vous avez eu vent de ça. Alors, c'est une fierté et que je protège jalousement. Cette usine-là est tellement importante que dès qu'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais en priorité. C'est comme au triage à l'hôpital. Hein? Je suis capable de mettre les choses en priorité sur le dessus de la pile et Uniboard le sera toujours. Si on y va justement, on parle de politique, de divergence d'opinion. On peut parler aussi des élections qui s'en viennent. 1er octobre 2018. Alors, c'est des élections à date fixe maintenant, le 1er octobre 2018. Alors, ça vient vite, mais en même temps, moi, ma priorité, c'est faire mon travail de député jusqu'au bout, de régler le maximum de dossiers avec les municipalités, les entreprises, les citoyens. Disons que ça me préoccupe pas chaque jour,
mais je garde une perspective que je sais que 2018 est une année électorale. Mais là, il y a eu la fusion de 2 partis, Option nationale, Québec solidaire, pour être plus fort, j'imagine. Il y a aussi le Parti libéral que lui, il donne des cadeaux à gauche, à droite. Donc, de quelle façon le Parti québécois, lui, va se démarquer? Bien, d'abord, le Parti québécois demeure la plus grande force politique dans la Matapédia. C'est assez facile à valider avec la force de notre organisation, le nombre de membres. Chaque semaine, il y a des nouveaux membres qui proviennent de la Matapédia. Chaque semaine. Alors, notre organisation va bien. Le gouvernement libéral, il est usé. Il est là depuis à peu près 15 ans, sauf le 18 mois où on était au pouvoir. Puis là, on a vu ce que ça a donné dans la Matapédia. En 18 mois, le nombre d'annonces que j'ai fait, on a pris un cap différent. Malheureusement, c'est pas les Matapésiens qui ont décidé que les libéraux venaient au pouvoir, là. On a voté massivement. Je pense que j'ai obtenu près des 2/3 des voix dans la Matapédia aux élections de 2012 et de 2014. Alors, un appui populaire important. Pour ce qui est de Québec solidaire, durant l'année, on a tenté la convergence. On a voulu travailler avec eux. Et bien que 80% de leurs membres souhaitaient une alliance avec le Parti québécois, les dirigeants ont dit non. Puis ils ont choisi plutôt de faire une alliance avec une petite formation politique qui a obtenu 0,70% des voix à la dernière élection. Et ils ont fait cette alliance-là, bien que beaucoup de monde qui ont claqué la porte. Moi, le militant le plus actif d'Option nationale de ma circonscription, je l'ai contacté il y a quelques semaines, puis il est venu me voir pour reprendre sa carte du Parti québécois. Alors, les gens vont réaliser que l'enjeu, c'est comment on remplace le Parti libéral. Quelle est la meilleure alternative? Il ne faut pas se diviser. Et ça va jouer entre nous et la Coalition Avenir Québec. Et je suis convaincu qu'avec l'équipe qu'on a, avec les propositions qu'on a, avec le sérieux qu'on met au travail, les prochains mois vont révéler une montée du Parti québécois qui va en faire une alternative positive pour la prochaine élection. Et en ce qui me concerne, je vais faire campagne, évidemment. J'ai envie d'être candidat, mais ça, c'est les membres qui vont décider. Mais j'ai des bonnes indications qui vont souhaiter que je revienne. J'ai du travail à compléter. Et puis, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens pour cette campagne, mais en même temps, ça ne change pas tellement de ma vie quotidienne parce que je le fais tout le temps. Pas que je suis en campagne en permanence, mais je suis avec les gens en permanence dans la Matapédia. Je suis très présent. Là, la journée où on se parle, j'ai 8 activités dans la Matapédia. À quelques jours de Noël, c'est agréable. On apprend plein de choses. On fait avancer d'autres dossiers. C'est un travail qui est une passion. Et j'ai été très heureux, moi, de voir qu'au-delà de mon travail de député, à peu près tous les chroniqueurs politiques m'ont donné, je dirais, des distinctions en fin de session parlementaire en disant parlementaire de l'année pour telle raison, pour le travail à Québec. Alors, ça me permet d'expliquer aux gens de chez nous, c'est quoi le travail quand je suis à Québec. Je passe pas plus de jours à Québec parce que je suis leader parlementaire, mais je passe plus d'heures à m'occuper de ce dossier-là quand j'y suis. Et c'est assez intense. Comment ça se passe avec les nouveaux élus municipaux après les élections municipales? D'abord, il faut savoir qu'il y a 45 municipalités dans ma circonscription. Alors, c'est le record au Québec avec le comté de M. Damour. 45 conseils municipaux différents. Alors, j'ai commencé par leur écrire une lettre de félicitations, les contacter. Aujourd'hui, j'ai rencontré le conseil municipal d'Amqui, celui de Cozaspcal. Je vais faire le tour de l'ensemble des conseils municipaux. Ça va être long, mais je me donne jusqu'au début février pour le faire. Parce que ça va être la reprise des travaux parlementaires. Ce que je veux, c'est notamment faire un premier contact et établir ensemble une collaboration puis une priorisation des dossiers. Dans le cas de la ville d'Amqui, je connais bien le maire parce qu'il a été mon adversaire à l'élection de 2012 pour la Coalition Avenir Québec. Mais là, c'est pas un adversaire, c'est un allié pour la Matapédia. Et Pierre, parce que je l'appelle Pierre, c'est un gars qui est passionné par la Matapédia. Je le sais, par le développement régional. C'est un gentilhomme. Toujours eu des rapports extrêmement respectueux avec lui. Alors, à travers lui et son conseil, on aura une excellente relation avec la ville d'Amqui, comme j'en avais une avec Gaétan Ruet. Je ne vous cacherai pas que Gaétan Ruet est un ami. Gaétan Ruet, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Et j'aimerais que les Amquiens et Amquiennes retiennent le bilan exceptionnel qu'il a pour sa ville, son engagement. Et moi, je les invite à lui témoigner quand ils rencontrent Amqui. Parce que c'est une sortie un peu triste, c'est une défaite électorale, mais on n'a pas eu le temps de faire le véritable bilan qui s'imposait pour Gaétan Ruet. Alors, le message très simple que je veux passer à toutes les personnes qui ont apprécié son mandat, allez lui dire. Moi, je lui ai dit en tout cas. Nous terminons cette émission avec quelques invitations. Commençons avec Ghislaine B. Paquette.
Ghislaine, il y a un gros tournoi qui s'en vient ici dans la vallée. Dis-moi, c'est quel niveau exactement? Oui, bonjour. Notre niveau, c'est l'atome et le bantam. Et puis notre tournoi prend son envol vendredi le 26, le 27 et le 28 pour se terminer. On a aussi, ça joue dans nos 2 arénas, Ankoui et Sébec, bien entendu. Y a-tu cause apicale aussi? Cause apicale, ça va être... Cette année, on a fait du nouveau. On a séparé nos catégories. Ça va être le novice puis le pee-wee qui vont être à cause apicale lors du tournoi Desjardins qui va avoir lieu le 22 au 25 février. OK. Donc, pour l'instant, on s'en tient à Amkoui et Sébec. En fait, oui. Puis, c'est, comme je disais, c'est 2 catégories que nous avons. C'est l'atome puis le bantam. Nos équipes proviennent du Bas-Saint-Laurent, du Nouveau-Brunswick puis de la Gaspésie. On est vraiment contents. 20 équipes, c'est très bien pour 2 catégories. Là, on est satisfait. Oui. Puis, c'est ça va se passer un peu en même temps là, dans les 2 arénas. Oui, on débute le vendredi dans les 2 arénas, à Ankoui-Sébec, vers 9 h du matin. Le samedi, il y a quelques parties à Sébec. Après ça, on s'en vient toutes ici à Ankoui. Les semi-finales puis les finales, ça joue ici à notre aréna d'Ankoui. Les semi-finales commencent à 9 h le matin et les finales, c'est vers 1 h et demie dans l'après-midi pour les 3 catégories. Alors, ça va être vraiment du bon hockey. Puis, on invite le monde de venir voir nos jeunes. Franchement, là... Mais c'est pas cher, en plus. En plus, oui, on charge juste 5 $ par jour, puis les étudiants, 1 $. Fait que là, c'est un bon prix. Oui, c'est rentable. Et puis, on peut dire qu'on a un très bon calibre ici dans la vallée? Oh que oui, on a eu la preuve la semaine dernière. On avait nos équipes qui étaient à Matane dans le tournoi de Matane. Alors, nos 2 équipes, une première qui s'est arrivée depuis tant longtemps que je suis dans le hockey. Nos 2 équipes ont arrivé en finale dans notre Atome B, un contre l'autre. Alors, c'est le Family Prix puis contre le groupe Le Chasseur. Puis c'est Family Prix qui a gagné comme une groupe Le Chasseur avec un point de différence. Alors, c'était une très belle compétition. On était bien fiers. Je comprends. Et puis, c'est possible d'aller voir aussi sur le site. Il y a le Facebook, il y a le site Web. Oui, c'est tout organisé en fonction pour que les résultats sortent très bien, puis partout. Ça fait que le monde va pouvoir suivre notre tournoi comme il se doit. Alors, moi, j'espère avoir le temps d'y aller parce que je veux prendre le temps. Merci beaucoup. En fait que je veux aussi dire un gros merci à nos commanditaires. Puis nos bénévoles, parce que des tournois de cette envergure, ça prend du monde, du bénévole. Puis je pense qu'on est vraiment privilégiés ici dans la vallée. On a des bons bénévoles, puis ça nous aide beaucoup, ça nous encourage. Toujours sur la glace à l'Arena d'Amkoui les 20 et 21 janvier, vous êtes invités à assister à tout un spectacle. Ce sera les finales régionales Star Michel Proulx et Jeux du Québec. Le tout commence à 16 h le 20 janvier. Vous trouverez tous les détails sur la page Facebook du Club Mirabel. De plus, le Centre de femmes recherche des candidates pour partager leur talent le 8 mars prochain. Donnez votre nom au 88 629 34 96. Je tiens à vous rappeler que quelques privilégiés vont venir déguster avec nous des vins qu'on ne retrouve pas à la SAC d'Amkoui, sélectionnés par une sommelière de Montréal native de la région, et savourer d'excellents fromages, légumes, fruits, pain et bien plus, l'abondance, tout en riant un bon coup grâce à nos vidéos. Eh bien, vous aussi, vous pouvez le faire le 27 janvier prochain à la salle des 50 ans et plus d'Amkoui. Achetez votre billet 60 $ et vous aurez droit à 4 services. Et en plus, avec l'achat de votre billet, vous nous permettez de travailler pour partager l'essentiel de l'actualité, soit la vôtre. Et en terminant, n'oubliez pas, le Télé-Bingo du 21 janvier sera remplacé par le Télé-Radioton de la ressource. Soyez généreuses et généreux et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.